Le 29 août 2020, Odile, Caroline, Pierre et moi-même sommes très contents de pouvoir enfin partir pour un voyage d'environ 3 semaines sur l'île de la Réunion. Ce séjour prévu de longue date a eu en effet une préparation perturbée par le Covid, avec de nombreux changements. Bref, munis de nos précieux tests Covid négatifs, dernière embûche avant le départ, nous décollons de Nantes Atlantique en milieu d'après-midi en direction de Paris-Charles de Gaulle. Après 4 heures d'escale à Paris, nous partons vers 21h30 pour un vol de nuit de 11 heures, qui permettra de parcourir les quelques 9500 km séparant Paris de ce département français de l'océan Indien, situé à environ 900 km à l'est de Madagascar. Nous arrivons à Saint-Denis de la Réunion le dimanche matin vers 10h30 heure locale, le décalage horaire étant seulement positif de 2 heures par rapport à la métropole. Après avoir récupéré nos bagages, nous passons à l'agence de location de voitures où nous ne sommes pas seuls pour récupérer notre véhicule. Ce n'est pas le Tiguan qui était prévu, mais une Jeep Renegade. Le coffre est plus petit et il a fallu jouer au Tetris pour faire entrer tous les bagages. Nous partons rejoindre notre location située entre deux près de Saint-Pierre, à 1h15 de route. Odile et Caroline sont bien calées à l'arrière, le troisième siège étant complètement occupé par les bagages. À la sortie de Saint-Denis, nous pouvons voir le gigantesque chantier de la nouvelle route du littoral, un viaduc de 12 km de long construit au-dessus de la mer et qui doit entrer en service en 2023. Nous arrivons à la location à Entre-deux vers 14 heures et nous sommes accueillis chaleureusement par notre hôte Dominique, vendéen installé à La Réunion depuis de nombreuses années. Nous faisons une visite rapide et nous sommes épatés par la propreté et le niveau d'équipement de la villa. Barbecue, varangue, grand séjour, cuisine super équipée, 3 chambres, piscine, trampoline et même un terrain de pétanque. Le repas du midi sera pris vers 15 heures. Ensuite, ce sera repos pour être en forme le lendemain. Ce matin, nous descendons à Saint-Pierre situé à 20 minutes de notre gîte et nous passons par hasard devant un temple tamoul que nous décidons de visiter. Il s'agit du temple tamoul Sri Mahabhadri Karli, dédié à la déesse Kali ou Karli en créole. Construit en 1972, il a été rénové en 1988 et est dans un état remarquable. L'hindouisme est la deuxième religion pratiquée à La Réunion et il existe quelques dizaines de temples tamouls sur l'île, celui-ci étant l'un des plus importants. Les Réunionnais d'origine indienne appelés les Malbars sont des descendants d'esclaves ou de travailleurs libres indiens employés dans des exploitations sucrières au XIXe siècle. Ils forment aujourd'hui l'une des nombreuses communautés ethniques représentées dans la population réunionnaise. Les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte du temple sont très colorés et ornés d'une multitude de statues de personnages représentant des divinités hindoues. Après cette visite, nous nous rendons à un autre temple tamoul situé à seulement quelques centaines de mètres du premier. Il s'agit du temple tamoul Narasingha Perumal, beaucoup plus imposant que le précédent. Il est également très coloré, mais comme il est fermé, nous nous contentons de faire quelques photos de l'extérieur. En retournant à la voiture, nous passons devant quelques bananiers, dont celui-ci avec sa fleur encore présente à l'extrémité du régime de banane. Ici, un manguier bien chargé en fruits, et là, un exemple de végétation tropicale. Ici encore, un lézard réunionnais de bonne taille, et là, un tas de détritus qui montrent que les sagouins sont présents partout dans le monde. Un temple chinois, le temple Guandi, est mentionné dans une brochure. Nous avons un peu de mal à le trouver, mais nous finissons par y arriver. Il s'agit d'un des 4 temples chinois de La Réunion. La visite est rapide et ne casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit chez nous. Il est l'heure de se restaurer, mais comme nous sommes lundi, nous sommes surpris de constater que de nombreux établissements sont fermés. Nous trouvons quand même un resto bien sympa pour notre premier repas extérieur sur l'île, avec au menu calamar et supion. Après le repas, nous faisons un petit tour sur la plage de Saint-Pierre qui est plutôt jolie, assez ventée mais sans aucun baigneur. Nous reprenons ensuite la voiture pour descendre vers le sud à la plage de Grand'Anse, considérée comme l'une des plus belles plages de La Réunion. L'endroit est en effet très agréable, avec sa cocotteraie au bord de la plage qui est aussi déserte que celle de Saint-Pierre. Il paraît que les plages sont bondées le week-end, mais en semaine c'est particulièrement tranquille, ce qui n'est pas pour nous déplaire.
Pas de baignade au programme, il faut dire que le vent est fort et les vagues de l'océan Indien sont assez dissuasives. Un bassin protégé par un rempart de rochers pour briser les vagues est d'ailleurs aménagé en bout de plage. Une volée d'oiseaux profite d'ailleurs du calme ambiant pour picorer les restes des pique-niqueurs de la veille. Parmi quelques moineaux communs, on peut remarquer un tisserand gendarme de couleur jaune et quelques cardinaux de couleur rouge. Comme il reste du temps avant la tombée de la nuit qui arrive aux alentours de 18h30 à La Réunion, nous décidons d'aller voir la cascade Langevin, appelée aussi cascade de Grand Galet. Située dans le sud sauvage vers Saint-Joseph, la route qui y conduit est bordée d'une végétation abondante et verdoyante, et est même assez acrobatique sur la fin. La cascade n'est pas spectaculaire en soi, mais son originalité, c'est que l'eau semble sortir de la paroi rocheuse. Nous reprenons ensuite le chemin de notre location en nous arrêtant en route dans un hypermarché pour faire le ravitaillement en nourriture de la semaine. Quelques produits locaux sont tombés dans le chariot. Tant pis, on va pas les laisser se perdre. Aujourd'hui, nous avons prévu une randonnée facile dans la forêt primaire de Bellouve, avec un passage au trou de fer. Il fait beau, la journée s'annonce bien. Mais la météo se gâte rapidement au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude en direction de la plaine des Palmistes. Arrivé au col de Bellevue à 1600 mètres d'altitude, on n'y voit quasiment rien, et le projet de randonnée est vite abandonné dans ces conditions. Nous faisons une pause dans cette belle demeure au style colonial, le domaine des Tourelles, qui est en réalité une boutique de produits artisanaux réunionnais. En sortant, nous constatons que le brouillard semble se dissiper. Nous décidons de descendre vers la côte est où nous avons repéré une petite randonnée à faire autour du lac de Grand Étang. L'accès se fait par une route étroite où nous ne rencontrons personne et un kiosque à pique-nique, comme il en existe beaucoup à La Réunion, nous attend pour casser la croûte à l'abri. Le sandwich à la dacatine a du mal à passer, j'ai la bouche en feu. Nous sommes dans un décor très verdoyant et nous partons tranquillement sur un chemin pentu et bien arrosé. Nous nous arrêtons pour prendre quelques photos de la faune et de la flore locale, fougères arborescentes, grenouilles omniprésentes dans cette forêt, ou là, un bubule orphée. Les femmes ayant décidé de faire demi-tour, nous poursuivons un peu avec Pierre jusqu'au bord du Grand Étang, où nous avons une vue sur la montagne en face et quelques cascades au loin. De retour à la voiture, nous avons la surprise de trouver nos femmes attablées avec 3 Réunionnais présents ici pour un barbecue en forêt. Allez. Nous nous joignons à eux un petit moment, le temps de trinquer au rhum charrette dans une ambiance bon enfant et très conviviale. Le plus ancien ne semble déjà plus souffrir de la soif, et quand il se met à parler en créole, c'est un peu compliqué pour nous. Mais ce moment improvisé restera un super souvenir pour nous. Nous repartons ensuite en direction de Saint-Benoît à l'est, en traversant une région où la canne à sucre est bien présente. Arrivés sur la côte, nous ne voyons pas de plage de sable fin. Et non, ici comme quasiment partout à La Réunion, le littoral est constitué de plages de galets roulées par des vagues impressionnantes qui déferlent sans cesse, rendant la baignade complètement impossible. Et en plus des rouleaux, il faut savoir qu'il y a les requins qui vous attendent dans l'eau. On comprend mieux pourquoi on dit qu'il ne faut pas aller à La Réunion pour se baigner. Nous reprenons notre route vers le sud, route bordée de jolies petites maisons avec leurs jardins tropicaux. Nous faisons un arrêt pour visiter la très belle église au style baroque de Sainte-Anne, construite en 1856 et classée au patrimoine historique depuis 1982.
Un peu plus loin, une nouvelle halte pour voir le pont suspendu de la rivière de l'Est, construit en 1894 et qui était à l'époque le pont suspendu le plus long du monde, avec ses 152 mètres de portée. Ce pont, qui n'est plus en service aujourd'hui, surplombe la rivière de l'Est de 80 mètres et est également classé au monument historique. Quelques kilomètres plus loin, nouvel arrêt sur un autre site remarquable, l'église de Notre-Dame-des-Laves à Piton-Sainte-Rose. En 1977, une coulée de lave a détruit des dizaines d'habitations du village, mais l'église a miraculeusement été épargnée tout en étant cernée par la lave. La coulée s'est arrêtée aux portes de l'église, mais les vitraux ont quand même bien souffert de la chaleur dégagée. Petite parenthèse avec cette photo sur les chiens errants qui sont une calamité à La Réunion. Il y en aurait des dizaines de milliers qui divaguent sur l'île. Nous poursuivons notre route au sud par la bien nommée route du Grand Brûlé. C'est en effet à cet endroit que dévalent les coulées de lave lors des grandes éruptions, et cette route est régulièrement coupée par la lave. Un arrêt à un point de vue aménagé permet d'avoir un joli panorama sur le paysage volcanique environnant. La végétation essaie par endroits de reprendre racine, mais on sent bien que c'est compliqué pour elle dans ces conditions. Nous terminons notre boucle par Saint-Philippe et Saint-Joseph pour entrer au gîte par une route bordée de véritables murs végétaux. Le lendemain matin, réveil à 6 heures. Nous avons en effet rendez-vous à Saint-Gilles pour un tour de l'île en hélicoptère. Il fait un temps magnifique. Tout le monde est attaché? Allez, c'est parti! Nous partons en direction du Maïdo et survolons les terrains agricoles à flanc de montagne. Nous sommes maintenant au-dessus de la forêt et la crête que l'on voit au fond, c'est le Maïdo. Nous plongeons dans Mafate aussitôt le Maïdo franchi. Nous voyons bien la Nouvelle au milieu et Marla au fond, au pied du col du Tailbit par lequel nous arriverons à pied dans quelques jours. Un petit tour pour contempler l'impressionnante paroi du Maïdo avec son dénivelé de 1000 mètres et qui sera notre porte de sortie de Mafate. Alors bon courage! Ici, une belle vue sur le Piton des Neiges, point culminant de la Réunion avec ses 3070 mètres d'altitude. Nous entrons maintenant dans le cercle de Salazie, également très escarpé, mais accessible en voiture. Ensuite, nous survolons des régions inhabitées, la plaine d'Eliane, la forêt du Piton-Papang, la forêt de Bébour avec la vue sur de nombreuses cascades. Un petit passage maintenant au-dessus de Grand Étang, où nous étions hier. Maintenant, quelques images importées pour montrer la profondeur, la verdoyance et l'étroitesse des vallées dans cette région, avec les cascades du Trou de Fer au fond. Retour à nos images avec la cascade de Takamaka vue de beaucoup plus haut. Nous voici maintenant au-dessus de la plaine des Cafres, entre les cirques et le volcan, que nous ne pourrons pas survoler aujourd'hui à cause de la météo défavorable sur la zone.
Comme il reste du temps de vol, nous faisons un tour par le troisième cirque de l'île, le cirque de Cilaos, également accessible en voiture comme celui de Salazie. Quelques images à nouveau importées pour le passage du col du Taïbi, surplombé par les trois Salazes et qui marque le passage de Cilaos à Mafat. Un dernier passage dans Mafat, puis nous redescendons vers la côte pour un survol du lagon avec sa barrière de corail. C'est maintenant le moment de rentrer à la base. On y va, copilote Odile ? Après ce vol matinal, nous nous rendons à la plage de l'Ermitage située à proximité. La plage est superbe, la barrière de corail brise les vagues de l'océan Indien et protège de la présence des requins. C'est l'une des rares plages sableuses de la Réunion où il est possible de se baigner. Nous y reviendrons cet après-midi, mais pour l'instant nous préférons remonter vers Saint-Gilles à quelques kilomètres au nord. Nous déambulons sur la plage de Saint-Gilles, à cet endroit moins avenante que sa voisine, et après une petite pause fraîcheur, nous nous dirigeons vers le centre et le port. De ce côté-ci, la plage est plus jolie, mais la baignade est interdite à cause des requins. Ces maisons en bord de mer possèdent de bien beaux jardins tropicaux. Ici, une fresque sur les dangers de la baignade. Un peu plus tard, nous trouvons un petit resto sympa pour le repas du midi. Après le repas, retour comme prévu à l'Ermitage pour profiter de la plage. L'eau est à bonne température et transparente, et une belle surprise nous attend lorsqu'on met la tête sous l'eau. Le spectacle est magnifique, et à quelques dizaines de mètres du bord, dans à peine 1,50 m d'eau, une multitude de poissons de toutes formes et de toutes les couleurs nagent tranquillement entre les patates de corail. Notre présence ne les perturbe pas du tout, et ils ne sont pas effarouchés lorsque nous les approchons. Voici quelques images trouvées sur le net et qui restituent parfaitement ce que nous avons pu voir. Après avoir bien profité de la plage, nous rentrons à la villa. Ce jeudi 3 septembre, la météo est bonne et nous décidons de retenter la randonnée que l'on n'a pas pu faire avant-hier en forêt de Bélouve. Arrivés sur les lieux, nous avons un magnifique panorama sur le cirque de Salazie. Nous partons en direction du trou de fer, et le bord du chemin est agrémenté par de nombreuses fleurs ou plantes comme ces arômes sauvages.
Le parcours est parfaitement aménagé avec de nombreux petits ponts en bois et il n'y a aucune difficulté. La balade dans cette forêt primaire est très agréable. Nous sommes en saison sèche et malgré le fait que nous ayons eu un peu de pluie pendant notre séjour, ce n'est rien à côté de ce qu'il pleut lors de la saison humide. C'est pour cette raison que le sentier est très souvent aménagé avec des passerelles en bois, car en saison des pluies, le terrain doit être impraticable avec la boue. Au bout de 2 heures de marche environ, nous arriverons au trou de fer. Et pas de chance encore une fois, il est totalement dans la brume. On ne voit rien. Nous décidons de manger nos casse-croûtes sur place, en attendant une éventuelle éclaircie, mais qui ne viendra pas. Tant pis. Nous repartons un peu déçus et rentrons à la voiture par un autre chemin également très agréable dans cette forêt primaire sauvage. En voici quelques images. Sur la route du retour, nous rencontrons la pluie qui nous accompagnera jusqu'au gîte, avec une température qui chute à 12 degrés. Nous nous estimons finalement heureux d'avoir eu une belle journée côté Est, car la journée a été pluvieuse toute la journée côté Ouest. Ce vendredi matin, nous nous réveillons sous la pluie, et notre départ est perturbé par une rue barrée avec cette livraison de piscine chez un voisin. La visite du jour est une vanilleraie située dans le sud-est, vers Sainte-Rose. Il ne faut pas compter sur le GPS pour y arriver, l'endroit n'étant pas correctement répertorié. C'est à travers des champs de canne à sucre et sous le soleil que nous terminons notre trajet aller. Là par contre, si on croise quelqu'un... Nous arrivons à l'exploitation à l'heure du casse-croûte, dont le dessert est de taille bien généreuse. Mais c'est pas un problème, n'est-ce pas Pierre ? Nous sommes accueillis par Maryse, au caractère bien trempé, et qui exploite seule ses 5 hectares de forêt dont elle a la concession. Nous sommes 8 visiteurs, et après avoir parcouru les quelques hectomètres pour accéder à l'exploitation, la visite commence par une démonstration de la pollinisation de la fleur de vanille, qui doit être effectuée à la main, grâce à une technique découverte en 1841 par un jeune esclave de 12 ans, Edmond Albius. La tête, ça c'est le jabot. Donc je vais déchirer comme ça le jabot, soit je peux faire comme ça. Et là, vous voyez, ça c'est la languette. En dessous la languette, il y a le pistil. Là, il y a le pollen. Tout le monde voit bien? Oui. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais longer. Vous voyez, je la soulève. Vous avez vu? Oui. Est-ce que je recommence? C'est bon pour tout le monde? Oui. Et puis là, je vais appuyer légèrement. Je retire mon cure-dent ou mon aiguille. Et puis là, c'est pollinisé. Voilà. Et après, je passe à la suivante. Ouais. Qui veut la fleur? Dès l'entrée dans la forêt, nous pouvons voir de nombreuses lianes de vanille avec de belles gousses qui grimpent le long des arbres qui leur servent de tuteurs. La plantation est un peu anarchique, car elle est située sur une ancienne coulée de lave datant de 1708, sur laquelle la végétation a repris ses droits avec le temps. Le sol d'origine volcanique est complètement déchiqueté et il faut faire bien attention où l'on met les pieds. Dans cette forêt poussent aussi toutes sortes de plantes tropicales, comme ces anthuriums par exemple. Ici, nous tombons par hasard sur un tang, visiblement peu en forme. C'est un petit mammifère originaire de Madagascar et apprécié à La Réunion, en civet ou en carrie. Après la visite, nous redescendons vers la côte et repassons devant Notre-Dame-des-Laves.
Un arrêt photo s'impose, le ciel étant aujourd'hui bien dégagé et bien bleu. Nous reprenons le chemin du retour en empruntant la route d'Elaves au sud, où la circulation est très fluide, un vrai bonheur par rapport aux axes surchargés partout ailleurs sur l'île. Comme nous avons du temps, nous nous arrêtons sur le site de l'Anse des Cascades, ainsi nommé car de nombreuses petites cascades surgissent des falaises alentour. L'endroit abrite aussi un petit port de pêche. Par contre, la baignade n'est pas envisageable sur cette plage de galets, où viennent se fracasser les vagues de l'océan Indien. Une magnifique cocotteraie abrite également des aires de pique-nique aménagées pour le week-end. Le lendemain matin, nous nous réveillons à nouveau sous la pluie. Ça devient une mauvaise habitude. Le marché de Saint-Pierre a lieu tous les samedis matins. Comme celui-ci fait partie de notre programme, on y va comme prévu, même si la météo n'est pas favorable. Le ciel est gris, mais la pluie a cessé à part quelques courtes averses passagères. On s'en sort donc encore pas trop mal aujourd'hui. Il aurait pu en effet pleuvoir des cordes en continu. Nous ne savons pas si c'est à cause de cette embaussade, mais il n'y a pas un monde fou sur ce marché. C'est plutôt bien et ça permet de se balader dans les allées sans problème. De nombreux commerçants sont installés et on trouve de l'habillement, des produits artisanaux, des fruits et légumes, des fleurs et aussi pas mal de vanille, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Le marché est à proximité de l'océan et avant de partir, nous faisons un petit tour à la plage. Il y a encore de sacrés rouleaux aujourd'hui. Après le repas, nous nous rendons quelques kilomètres au nord de Saint-Pierre, dans un jardin botanique, le domaine du Café Grillé. Ce jardin d'une superficie de 4 hectares permet de découvrir les espèces exotiques d'arbres, de plantes et de fleurs présentes sur l'île de la Réunion. En raison du Covid, il n'y a pas de visite guidée. Nous pouvons donc déambuler à notre rythme dans le jardin. Ça nous va très bien comme ça. Le jardin est très coloré. C'est dommage qu'il manque un peu de soleil pour bien faire ressortir les couleurs. Ici, de magnifiques orchidées qui poussent naturellement sur les arbres. Là, d'étonnantes touffes de mousse espagnole ou cheveux d'ange qui pendent des branches de ces arbres.
Voici maintenant un caféier, arbuste forcément incontournable au domaine du café grillé. Et là, un séchoir pour les grains de café. Le lendemain matin, notre grand sorcier Pierre nous exécute une petite danse du soleil pour faire venir le beau temps. Et ça marche, on aurait peut-être dû y penser plus tôt. Ce matin, départ pour le cirque de Cilaos, accessible par la route dite aux 400 virages. On ne les a pas comptés, mais on ne doit pas en être bien loin. En arrivant à Cilaos, nous avons une vue magnifique sur les remparts qui entourent le cirque. Aujourd'hui, nous partons avec Pierre pour le mythique cirque de Mafate et nous faisons un arrêt rapide à Cilaos, charmante bourgade de 5500 habitants, pour acheter nos casse-routes pour le midi. Le départ se fait de l'arrêt de bus Sentier-Marlat sur la route de l'Île-à-Cordes. Une photo souvenir avant de partir et on est directement dans le vif du sujet, avec un escalier aux marches sévères à gravir. Le sentier étroit offre de magnifiques vues sur le cirque de Cilaos. Au milieu de nulle part, nous pensons faire une pause à cette tisanerie, mais un groupe de randonneurs venant de Mafate nous ont tellement foutu les jetons avec leur regard ébahi quand on leur a dit qu'on allait à la nouvelle qu'on est reparti aussitôt. Tant pis pour la tisane. Il est en effet impératif d'arriver avant la nuit, et visiblement ça va être chaud. En plus, le ciel est en train de s'embrumer sérieusement. Ça ne nous manquait pas vraiment, mais on arrive quand même à distinguer les 3 salazes au loin. Ici, un arbre couvert de cheveux d'ange. Nous continuons à grimper sur le sentier avec des portions vertigineuses comme ici, où il ne vaut mieux pas regarder du côté du vide. Après 2h30 de marche, 800 mètres de dénivelé et au moins 2500 marches dans les jambes, nous arrivons au col du Tailbit à l'heure du casse-croûte. La vue côté cirque de Cilaos est complètement bouchée, mais ça semble un peu mieux du côté cirque de Mafate. On verra bien à la descente. Effectivement, le brouillard disparaît rapidement dans la descente, et nous avons une vue superbe sur le cirque de Mafate, avec Marlat à nos pieds et la nouvelle au fond. Au bout d'une heure, nous arrivons à Marlat, 450 mètres en contrebas du col du Tailbit, par ce sentier pentu et ces innombrables marches que Pierre maudira toute la journée. Rappelons que le cirque de Mafate ne possède aucun accès routier, il est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. Sa population est d'environ 700 habitants, répartis sur une dizaine d'îlets ou hameaux, qui vivent quasiment en autarcie et dont certains n'auraient jamais vu la mer. Nous traversons l'îlet de Marlat avec ses vues insolites, comme ce petit terrain de foot ou comme cette église miniature par exemple. Il nous reste du chemin à faire pour aller à la nouvelle, et quand on sait que la vitesse moyenne dans Mafate est de 1,5 km/h, il ne faut pas traîner. Nous décidons avec Pierre d'éviter la descente dans la rivière, et d'emprunter un chemin plus long avec nettement moins de dénivelé pour rejoindre la nouvelle. Mais on a dû rater un embranchement à un moment. Tant pis, ce sera la rivière en bas pour remonter en face. Finalement, pas de regret. On a eu droit sur cet itinéraire à un passage de passerelle suspendue bien sympathique, avec le bruit de la cascade voisine. Après ce passage de passerelle, il a bien fallu remonter tout ce qu'on avait descendu, et nous poursuivons notre route à travers monts, vallées et parfois forêts, sans avoir la moindre idée du chemin qu'il nous reste à faire.
Certains passages à flanc de falaise sont vraiment vertigineux, mais en ne regardant pas le vide, ça passe. La journée s'avance, on commence à en avoir plein les bottes et on n'en voit pas le bout, quand soudain, devant nous, une pancarte qui nous fait bien plaisir. Il nous faudra un peu de temps pour trouver notre gîte, situé juste après ce cimetière sans pierre tombale. Il faut dire que transporter du granit à dos d'homme n'est pas possible ici. Covid oblige, nous avons droit pour deux à un dortoir de 4 personnes. Le soir, un très bon repas est servi au gîte. Rhum arrangé, gratin de chouchou et évidemment rougail saucisse. Pas besoin de berceuse après le repas, extinction des feux à 20h15. Le lendemain matin, comme prévu, il pleut. Et il pleut même beaucoup. Nous avions décidé la veille d'abandonner la sortie de Mafate par le Maïdo et sa paroi de 1000 mètres à gravir. Avec ce temps pourri, aucun regret, nous sortirons par le col des Bœufs beaucoup plus facile. C'est donc sous une pluie bien drue et après 3 heures de marche que nous arrivons au parking du col des Bœufs. Coincés là-haut sous un déluge, nous avons eu la chance d'avoir été véhiculés jusqu'à Salazie, un peu comme dans Pékin Express, par un groupe de jeunes randonneurs très sympas, entassés à 6 dans une Golf, sac à dos de tout le monde compris. Un peu mal au cœur pour certains dans les virages serrés, mais ça l'a fait, merci les randonneurs. Pour avoir raté le quart pour Saint-André pour moins de 30 secondes, Caroline et Odile doivent venir nous chercher à Salazie. Mais le temps de faire le tour de l'île, nous passons 2 heures dans un abribus à regarder les passants. Comme cet ouvrier avec un chapeau de paille sous son casque de chantier. Bizarre, le soleil n'était pourtant pas vraiment gênant aujourd'hui. Le soir, nous sommes très contents d'arriver au sec à la villa. Le lendemain, jour de repos au gîte avec nos colocataires, comme ce gecko vert ou cette guêpe locale à longue patte. Au menu ce midi, hachard de légumes avec samoussa et barbecue. L'après-midi, séance piscine où on ne risque pas de se brûler dans l'eau et coucher de soleil en soirée. Ce matin, nous partons vers le sud à Grand Coude, village situé sur un plateau à 1200 mètres d'altitude et accessible par une route bordée à un endroit par 2 falaises vertigineuses. Nous y venons pour visiter ce qui était la seule plantation française de thé jusqu'en 2019. Pierre ayant oublié sa danse du soleil, notre ami le brouillard a fait son retour pour la visite. Nous accédons au champ de thé par un labyrinthe tracé dans une forêt de vieux théiers de plusieurs mètres de hauteur, dont la culture a été abandonnée depuis des années et dont la croissance n'a donc pas été maîtrisée. Nous voici maintenant dans la plantation actuelle, avec des théiers dont la croissance a été maintenue à hauteur d'homme grâce à la cueillette très régulière des bourgeons aux pointes des branches. Ceci empêche ainsi les arbustes de se développer en hauteur. En dehors de l'exploitation du thé, le domaine cultive aussi le géranium rosa, qui une fois distillé sert à produire de l'huile essentielle. Cette culture, comme celle de la vanille et de la canne à sucre, est très répandue à La Réunion. Nous voici maintenant devant la distillerie pour le moins artisanale de l'exploitation, qui sert principalement à distiller le géranium. Après ces quelques photos de jolies fleurs locales et de ce spécimen d'araignée à la taille impressionnante, nous redescendons sur la côte en faisant un arrêt à l'endroit le plus étroit de la route, mais on ne voit absolument rien avec le brouillard. Nous déjeunons à Manapani-les-Bains, puis allons après le repas à la plage toute proche pour une éventuelle baignade. La plage est en galets, avec un enclos aménagé avec des rochers pour briser les vagues et protéger les baigneurs des requins. Ce n'est guère tentant, donc pas de baignade aujourd'hui.
Comme nous avons un peu de temps, nous partons faire un tour vers le sud, sur une route où la circulation est beaucoup plus fluide qu'ailleurs, et où la végétation tropicale luxuriante qui borde la route vaut le coup d'œil et mérite quelques photos. Nous faisons un arrêt en bord de mer pour quelques clichés. Ici aussi, l'océan Indien envoie des vagues puissantes qui érodent le littoral sans relâche. Ces boules d'écailles sont les fruits du vacoa, appelé aussi pimpin à La Réunion. Nous poursuivons vers le sud sauvage où nous pouvons admirer cette belle végétation tropicale de chaque côté de la route. C'est l'occasion de dire quelques mots sur le climat et la pluviométrie à La Réunion. L'île située dans le sud de l'océan Indien est sous le régime d'un climat tropical humide et est soumise aux alizés venant de l'est, ce qui fait que la côte est et le sud sont beaucoup plus arrosées. La saison des pluies s'étale entre janvier et mars, et contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la pluie que nous avons eue depuis notre arrivée, nous sommes en pleine saison sèche. Il existe une grande disparité entre les régions. Il y aurait en effet 150 microclimats à La Réunion. Par exemple, dans la région des plages au nord-ouest vers Saint-Gilles, il pleut en moyenne 400 à 500 mm par an, soit pour donner une idée, 2 fois moins qu'en Bretagne, ce qui explique la végétation beaucoup plus sèche que nous avons pu y voir. Par contre, là où nous sommes actuellement dans la région de Saint-Philippe, il pleut en moyenne 5000 mm par an, soit 10 fois plus qu'à Saint-Gilles situé moins de 100 km au nord ou 5 fois plus qu'en Bretagne. Et vers les Hauts de Sainte-Rose, là où nous avons visité la Vanilleraie, les précipitations sont encore doublées avec 10 mètres d'eau par an, soit 10 fois ce qu'il pleut annuellement en Bretagne. La Réunion possède d'ailleurs quasiment tous les records du monde de pluviométrie entre 12 heures et 15 jours consécutifs. Seul le record de pluie sur 48 heures lui échappe. Ce matin, il fait un temps superbe et nous partons au Maïdo qui offre un point de vue unique sur le cirque de Mafate. La route qui y mène grimpe tout le temps avec de nombreux virages. Le beau temps nous quitte en cours de route et nous entrons dans un épais brouillard. Tant pis, on est parti, on va au bout. Finalement, en s'approchant du sommet situé à 2200 mètres d'altitude, nous nous retrouvons au-dessus des nuages avec un soleil radieux. Aurions-nous de la chance pour une fois ? Nous voyons derrière nous l'épaisse couche de nuages que nous avons traversée. Le belvédère du Maïdo est à droite, c'est parti. Sur cette table d'orientation, voici ce que nous devrions voir, et voilà la réalité. Le cirque de Mafate est dans la brume, mais on arrive quand même à distinguer vaguement quelques îlets. Ça ne dure pas longtemps, le brouillard s'épaissit et on ne voit rapidement plus rien. C'est même impressionnant, on a l'impression que Mafate est en feu et que de la fumée s'échappe du cirque comme on peut le voir sur ces images. Et derrière nous, le ciel est radieux, on a quand même un peu la poisse. Nous avons une visite prévue en début d'après-midi, nous redescendons sans attendre une nouvelle éclaircie, mais c'est promis, nous reviendrons. Nous voici donc repartis en direction de Saint-Paul. Ces arbres sur le bord de la route sont des thym marins, arbres endémiques à La Réunion. Nous retrouvons dans la descente la couche de nuages traversée à l'allée. Comme il est l'heure de manger, nous guettons un resto ouvert sur la route. Ce ne sera pas ici, mais là, dans ce petit resto au décor plutôt kitsch et dont le nom est Le Périgord. Pas de magret de canard au menu. Périgord étant le nom de jeune fille de la patronne, mais un assortiment de délicieux plats réunionnais. Après le repas, direction la distillerie familiale et artisanale dénommée La Part des Anges, où la propriétaire nous explique rapidement leur fonctionnement avant une séance dégustation plus que généreuse. On va goûter tout ce qu'il y a sur l'étagère, et oui.
Après cette visite, comme nous avons du temps et que nous sommes proches de Saint-Gilles, nous flânons dans les rues pour une parenthèse shopping, avec ici une enseigne que nous ne pouvions pas rater. Nous rentrons ensuite à la villa avec ce coucher de soleil à l'horizon et au menu du soir, le produit de notre marché. Ce matin, réveil de bonne heure, puisque le programme de la journée nous emmène au Piton de la Fournaise que nous n'avions pas pu survoler en hélicoptère à cause de la météo. Nous nous arrêtons en route pour faire quelques photos de ces magnifiques canyons aux falaises abruptes. Le temps est comme toujours bien capricieux, avec des alternances de ciel bien dégagé et des passages brumeux. Il suffit parfois de quelques minutes pour passer d'une situation à l'autre. On verra bien ce qui nous attend. On est parti, on continue. Nous voici arrivés au pas de Bellecombe, situé à 2354 mètres d'altitude, et la randonnée d'une douzaine de kilomètres commence par une descente dans l'enclos Fouquet, une caldeira qui entoure le Piton de la Fournaise, environ 150 mètres plus bas. L'enclos est sous la brume, et un escalier d'environ 500 marches nous permet d'y accéder. Dans la descente, nous avons une très belle vue sur le Formica Leo, un petit cône volcanique d'une vingtaine de mètres de hauteur qui s'est formé lors d'une éruption en 1753. Au pied de la falaise, le chemin est balisé par des points blancs peints à même la lave, et qu'il est impératif de ne pas perdre de vue sous peine de s'égarer si un brouillard épais fait son apparition. Voici une vue panoramique de la falaise du pas de Bellecombe, du Formica Leo et au loin caché provisoirement par le brouillard du Piton de la Fournaise. Là, un exemple de lave cordée avec à la surface des cheveux de pelée, jolis petits filaments de verre volcanique produits par les éruptions, mais dangereux en cas d'ingestion par leur caractère volatile et tranchant. Ici, un panneau qui dissuade bien de s'approcher trop près de cette coulée récente. Le brouillard a disparu soudainement et nous avons une vue superbe sur le cône du volcan. Nous progressons à travers des coulées de lave provenant de différentes éruptions, ce qui explique la nature et l'aspect totalement différents les unes des autres. Le spectacle est tout simplement grandiose. En fait, le parcours nous emmène au sommet du volcan, mais pour y accéder, nous devons contourner complètement le cône par la gauche, car l'accès final est sur la face opposée. C'est l'heure de la pause sandwich dans ce décor minéral où la végétation a beaucoup de mal à se réimplanter. Caroline décide de ne pas poursuivre plus loin et nous continuons notre route vers le sommet avec Pierre. Au cours de notre progression, nous pouvons voir des formations de lave aux formes parfois étonnantes. Le brouillard est désormais permanent. On ne sait pas si on verra quelque chose au sommet, mais on décide d'aller au bout de toute façon. Quatre heures après notre départ du pas de Bellecombe, nous voici enfin arrivés au bord du cratère Dolomieu, à 2632 mètres d'altitude, mais on n'y voit rien, la poisse. Mais miracle, au bout de quelques instants, une éclaircie soudaine totalement inespérée dégage le cratère en quelques minutes, le temps d'admirer le spectacle qui s'offre à nous et de faire quelques photos.
L'éclaircie sera de courte durée, mais vu l'heure et le chemin qu'il nous reste à faire pour rentrer, nous n'avons pas le temps d'en attendre une autre qui ne se produira peut-être même pas. Nous repartons donc dans le brouillard épais en compagnie d'un autre randonneur belge qui nous accompagne un temps dans la descente. Le ciel se dégage à nouveau subitement et c'est l'occasion de prendre quelques photos supplémentaires de ce paysage magnifique avec sa rare végétation. Nous aurons même droit à un arc-en-ciel qui, avec la roche rougeâtre et le volcan au fond, donne une photo plutôt sympa. Le brouillard revient définitivement et nous arrivons à temps au pied de la falaise du pas de Bellecombe. Il nous reste les 500 marches à gravir pour arriver juste avant la nuit à la voiture, où la température est de 9 degrés. Une heure plus tard et 2300 mètres plus bas, elle sera remontée à 23 degrés. Ce samedi 12 septembre, après la bonne journée d'hier, nous prévoyons un programme plus tranquille, avec le matin un retour au marché de Saint-Pierre, et cette fois-ci avec le soleil. Tout arrive ? Nous voulons en effet compléter nos achats de souvenirs. Il faut y penser car mine de rien, le séjour est bien avancé. Avec le soleil, le marché est un peu plus fréquenté que le samedi précédent. C'est quand même plus agréable pour flâner dans les allées entre les étals. Nous tombons par hasard sur un stand qui propose une activité que l'on avait évoquée et qui nous tente. C'est une aubaine et un rendez-vous est fixé pour mercredi prochain en matinée. Ici, un stand où l'on trouve des sachets de préparation toutes prêtes pour faire du rhum arrangé. On en profite pour faire le plein. Avant de repartir, un petit passage par la plage où l'océan est beaucoup plus calme que la semaine précédente. Sur la plage, il n'y a pas que du sable, mais aussi un mélange de corail blanc et de roches volcaniques noires, ce qui donne cette drôle de couleur à la plage. Nous tournons ensuite un peu dans les bas de Saint-Pierre à la recherche d'un petit resto. En passant près de la plage, nous pouvons voir ces pratiquants de kitesurf. Il y a tout ce qu'il faut pour cette activité, le vent et les vagues. Nous finissons par trouver un petit resto indien pour un repas avec des saveurs originales. En remontant sur Saint-Gilles, nous dépassons une voiture dont la plaque nous interpelle. Il fait beau et nous passons l'après-midi à la plage de Salines-les-Bains qui ressemble comme une sœur à celle de Saint-Gilles où nous étions l'autre jour. Nous en profitons pour nager une dernière fois avec les poissons entre les patates de corail. Le soir arrive vite et nous restons pour contempler le magnifique coucher de soleil sur l'océan Indien. Image. Le lendemain matin, nous partons de l'autre côté de l'île dans le cercle de Salazie, et plus particulièrement dans le village de Helbourg. Le temps est magnifique ce matin, ça contraste totalement avec le déluge que nous avions eu il y a quelques jours quand nous sommes sortis ici même de notre randonnée dans le cercle de Mafat.
Il n'y a pas de circulation et les paysages sont superbes le long de la route. Nous faisons une halte aux cascades du Voile de la Mariée que nous avions vu d'hélicoptère en début de séjour. C'est également très beau à voir au niveau de la terre ferme. Nous arrivons en fin de matinée à Helbourg, situé à 930 mètres d'altitude et seul village d'outre-mer classé parmi les plus beaux villages de France. Helbourg s'est développé jusqu'à la fin du 19e siècle, autour des sources thermales découvertes en 1832, attirant les grandes familles bourgeoises réunionnaises qui y firent bâtir de nombreuses cases créoles au style raffiné. Helbourg était à cette époque une station d'altitude à la mode, mais le développement se stabilisa pendant la première moitié du XXe siècle à cause de la concurrence des thermes de Cilaos. En 1948, un éboulement consécutif à un cyclone obstrua les sources thermales et précipita le déclin de ce village. La remarquable conservation des cases créoles stylées font l'atout majeur du village aujourd'hui, ce qui attire de nombreux visiteurs. Tiens, voici une boutique où faire chauffer la carte bleue. Avant le repas, nous faisons un petit tour dans les rues du village et pratiquement chaque maison mérite une photo. Pour le midi, Pierre nous a déniché un resto qui mérite d'être connu, chez Alice. Retenez bien ce nom si un jour vous allez à Helbourg et surtout n'oubliez pas de réserver. Le menu créole à 24 € comporte des plats variés et délicieux. On s'est bien régalé ce midi. Un groupe d'une trentaine de motards réunionnais viendra mettre un peu d'animation bruyante pendant le repas. En sortant du resto, nous constatons que le ciel s'est nettement couvert. Et nous repartons faire un tour dans le village jusqu'au surprenant cimetière paysager avec ses tombes fleuries en pleine terre. Ensuite, nous faisons la visite de la Maison Folio, une villa créole du 19e siècle ouverte au public. Aussitôt le portail d'entrée franchi, nous voyons une fontaine et un guet-a-lit au fond, deux symboles des jardins créoles de l'époque. Cette visite nous permet de voir à quoi ressemblaient ces fameuses demeures des familles bourgeoises qui quittaient la chaleur du littoral pour venir se reposer et prendre l'air frais à Helbourg. Le séjour, la cuisine et la chambre que nous pouvons visiter sont autant de pièces aménagées avec soin avec un mobilier raffiné. La villa comporte quelques dépendances, ainsi qu'une varangue, sorte de véranda ouverte, également symbolique de l'architecture créole. La visite se termine par le jardin qui entoure la maison. Celui-ci est bien aménagé avec des allées propres et sa végétation de fleurs et de plantes tropicales variées. À la fin de la visite, le beau ciel bleu du matin fait place à un brouillard épais qui descend des hauteurs. Il va être temps de rentrer au bercail.
Sur le chemin du retour, nous faisons un arrêt à Salazie, où nous visitons rapidement l'église. Un peu plus loin, cette grande maison ou petit temple tamoul attire notre regard. À Saint-André, le temple tamoul du Colosse est en travaux et est malheureusement fermé à la visite. Dommage. Un petit arrêt en bord de mer où l'océan est plutôt calme aujourd'hui, avant de rentrer à Entre-deux à la tombée de la nuit. Ce lundi 14 septembre, après la grosse journée d'hier, nous nous rendons tranquillement le matin dans le village d'Entre-deux, où nous n'avions pas encore pris le temps d'aller depuis notre arrivée. Voici quelques vues du village bien calme ce matin, la plupart des commerces étant fermés, comme c'est le cas un peu partout le lundi à La Réunion. Après le repas, nous faisons une petite randonnée au départ d'Entre-deux, qui nous mène au fond d'une vallée par un chemin assez pentu. Mais pas de grosses difficultés pour nos aventurières. Mardi 15 septembre, nous avons repéré une petite randonnée sur les hauteurs du cirque de Sillaos, dans un endroit dénommé la Fenêtre des Mecs, accessible par une route tortueuse comme on commence à en avoir l'habitude. Petits arômes qui poussent naturellement, c'est incroyable. La météo est au beau fixe et la vue sur le cirque de Sillaos est tout simplement somptueuse. Nous distinguons parfaitement la ville de Sillaos et l'îlet à cordes plus proche de nous, ainsi que le col du Tailbit dans l'échancrure de la ligne de crête au fond. Pour mémoire, c'est par ce col que nous sommes entrés dans Mafat. La randonnée commence par une descente assez sévère avec pas mal de marches, et ça aussi, on commence à en avoir l'habitude. En bas de la descente, un autre belvédère offre une autre vue exceptionnelle sur le cirque de Sillaos, avec tout au fond et grâce au zoom poussé au maximum, les trois Salazes. La randonnée se poursuit en montant cette fois en direction du Piton Cabri, et un autre point de vue sur le cirque de Sillaos dont on ne se lasse pas. Au sommet du Piton Cabri, un kiosque pour pique-niquer nous attend. Ça tombe bien, il est l'heure de casser la croûte. Après cette pause sandwich, nous redescendons de l'autre côté du Piton Cabri à travers une forêt de cryptoméria, sorte de sapins de grande taille. Le chemin est en pente douce, agréable et sans aucune difficulté, mais il faut quand même faire attention de ne pas se prendre les pieds dans les innombrables racines. Ici, une autre vue sur l'entrée du cirque, avec au fond le littoral et l'océan Indien. Nous sommes sortis de la forêt de cryptoméria, le sentier est maintenant facile. Les noms sont parfois étonnants ici, comme cette vallée du bras patate. Bizarre, non ? Le sentier qui fait le tour du Piton Cabri nous ramène ensuite à l'endroit du premier belvédère, d'où nous profitons encore de la vue sur Sillaos sous un ciel limpide. Enfin, peut-être pas pour longtemps.
Nous sommes ici revenus au point de départ avec cette vue sur le cirque et au loin sur le Piton des Neiges, qui culmine, rappelons-le, à 3070 mètres d'altitude. Une photo souvenir et il est temps de rentrer à la maison. Ce matin, debout à 5 heures, direction le Mail d'Eau où nous espérons cette fois prendre le brouillard de vitesse et pouvoir contempler le cirque de Mafat. Après avoir traversé comme la fois précédente une couche de nuages en montant où la température est descendue à 6 degrés, nous arrivons au Mail d'Eau sous un soleil radieux. Cette fois-ci est la bonne. Nous allons enfin pouvoir admirer d'en haut et dans son intégralité le mythique cirque de Mafat. Nous voyons parfaitement bien le Bronchard, le sommet plat au premier plan, situé 1000 mètres en contrebas, puis la Nouvelle derrière la vallée et Marla au fond au pied du col du Tailbit. Après une photo souvenir, nous redescendons sur la côte pour une autre activité en hauteur, mais ce sera cette fois dans les airs, avec un baptême en parapente pour Pierre et moi. Tout le monde est attaché, c'est parti! Bon, comment ça va, Pascal? Bah écoute, ça va bien. Voilà, C'est super. Sensation? Très bien. Non, non, Nickel, hein. ah oui, oui, oui. Là, on va avoir le temps de profiter. Là. Ouais. Allez, on y va. Expérience. Ah bah écoute, c'est formidable, hein. On conseille ça à tout le monde. Ouais. Ouais. Allez, on a fait une belle ascendance, Ouais, là. ouais. On est bien remonté, regardez. Là, on a une belle vue. Là. Bon, nous voilà au-dessus de l'océan Indien. Regardez ça comme ça. On a des mirettes, hein. Regardez qui est-ce qui pilote. Pascal est aux commandes. Allez, démonstration. Par la gauche. C'est ça, facile. Facile. Allez, à droite. Il n'a plus besoin de moi. Voilà. Peut-être un peu pour l'atterrissage. Mais quand même, peut-être un peu. Bon alors, comment c'était? Ah bah c'est magnifique, hein. Ah, c'est bien reçu. Voilà. Bravo à toi. Ouais, merci beaucoup. Super Pascal. Nickel. Après ces émotions et le repas du midi, nous passons notre dernier après-midi à la plage à Salines-les-Bains.
Jeudi 17 septembre, c'est aujourd'hui notre dernier jour à La Réunion. Notre avion est prévu ce soir à 21h. Matinée ménage et préparation des valises, avec en souvenir quelques photos et vidéos de cette superbe location. Ici, la piscine. Là, l'entrée et le barbecue à gauche. Sous la varande devant l'entrée. Le salon séjour et la grande cuisine ouverte. L'arrière-cuisine. Les sanitaires et la salle de bain avec douche de la chambre 1. Le salon et la chambre 1. Vue de la Parangue avec la chambre 2 à droite, puis plus loin la chambre 3. Chambre 3 et sa salle de bain avec douche. La lingerie qui donne sur l'extérieur. Après le repas, les valises sont prêtes et une partie de Tetris sera comme à l'aller nécessaire pour tout faire rentrer dans la voiture. Puis, direction l'aéroport. Nous partons vers 21h pour un vol de nuit et 11 heures plus tard, nous arrivons à Paris. Notre vol pour Nantes a été supprimé, ça aurait été trop simple. Nous faisons donc un petit crochet par Nice, ce qui permettra de profiter de cette belle vue sur la Côte d'Azur et sur la très belle baie de Nice. Un dernier vol pour Nantes, où à l'arrivée, mes valises et celles d'Odile montent à l'appel, mais on n'est plus à une péripétie près. Et voilà, débarquement à Nantes et fin de l'aventure pour nous quatre.